Ces synthèses sectorielles permettent de produire un premier projet de rapport qui sera lu et commenté par d'autres experts des disciplines couvertes, ce qui conduira à une deuxième mouture qui sera soumise aux mêmes relecteurs, ainsi qu'à des représentants des gouvernements de tous les pays membres du GIEC. C'est seulement après ces allers-retours très formalisés qu'un document définitif est soumis à l'Assemblée générale du GIEC pour approbation avant publication. Au total, plusieurs milliers d'experts, généralement des chercheurs de renom, mais le processus est ouvert à qui le veut, voire plus bas, sont impliqués dans les processus de rédaction et d'expertise organisés par le GIEC. Les disciplines couvertes concernent à la fois les sciences dures, physique, chimie, biologie, à travers de multiples spécialités, voire quelques exemples, et aussi des sciences moins dures. On y trouve aussi des économistes, des sociologues, etc. Il est essentiel de noter que, avant d'être publiés et déclarés documents du GIEC, les rapports d'évaluation sont explicitement approuvés en assemblée plénière du GIEC. À ce jour, toutes les publications officielles du GIEC ont été approuvées à l'unanimité par des pays représentés dans l'Assemblée, y compris les USA ou l'Arabie saoudite. Le premier rapport d'importance date de 1990, qui donnait déjà des conclusions fortes concernant le changement climatique futur. Un deuxième rapport détaillé a été remis en 1995 et un troisième en 2001. Le quatrième est paru en 2007. Les documents produits par le GIEC servent de référence dans le cadre des négociations internationales sur les gaz à effet de serre, mais pour ne pas prêter au mélange des genres, le GIEC n'est pas officiellement représenté à ces négociations. Le GIEC dispose aussi d'un site internet www.ipcc.ch où sont proposés en plusieurs langues, dont le français, des résumés pour les décideurs qui synthétisent les grands axes et les principales conclusions de ce qui figure dans les rapports complets. Ces résumés pour décideurs sont même approuvés mot à mot par des assemblées plénières. Le texte complet du quatrième rapport d'évaluation, les textes de certains rapports autres que les rapports d'évaluation, des contributions de divers groupes à des rapports à venir ou encore des documents faisant le point sur un phénomène particulier, par exemple ce que l'on sait sur des phénomènes climatologiques à effet de seuil appelés technical papers, et enfin des documents précisant le programme de travail en cours. Des rapports complets sont tout publics et sont généralement édités en anglais seulement, hélas, sous forme de papier par Cambridge University Press. On peut les commander par correspondance sur le site avec paiement par carte bleue. Faire une recherche sur le site avec le terme IPCC. Faut-il croire le GIEC? Voilà une question intéressante. Et arrêtons tout de suite le suspense, la réponse est oui. Les publications officielles du GIEC ont pour seul objet de proposer une synthèse des connaissances scientifiques, qui comprennent à la fois des points qui font consensus et ceux qui font encore débat, sans oublier les incertitudes attachées aux résultats présentés. Ils sont le fruit d'un long débat contradictoire entre experts, qui sont les seuls à même de savoir si une certitude est gênante ou pas pour formuler une conclusion générale. L'Assemblée générale du GIEC, où chaque pays du monde qui dispose d'au moins un scientifique compétent sur le sujet l'y envoie, a toujours approuvé à l'unanimité les rapports d'évaluation publiés. On peut donc considérer que tout ce qui a fait l'objet d'un consensus dans les rapports du GIEC peut être tenu pour une certitude. Il en va ainsi des conclusions suivantes. La concentration de l'atmosphère en CO2 est plus élevée qu'elle ne l'a jamais été sur les 650 000 dernières années. Cette augmentation va entraîner un changement climatique dont l'une des caractéristiques sera une augmentation de la température moyenne de la planète au niveau du sol. C'est l'ampleur de ce réchauffement climatique qui demeure encore l'objet de débat, mais pas le fait que globalement le climat va changer, et en particulier la moyenne des températures va monter. Dès lors, que penser des quelques individus qui se précipitent de temps à autre devant les caméras, cas des scientifiques danois sur Arte début 2001 par exemple, ou dans les colonnes des journaux grand public, cas récurrents de Yves Lenoir ou de Guy Zorman, puis ensuite de Björn Lundborg ou d'Algèbre pour contester les conclusions des scientifiques. On peut en dire ceci. La première chose est que le processus d'expertise du GIEC est ouvert à tout scientifique désirant faire des remarques et qu'il est précisément prévu pour que la contradiction soit gérée entre les personnes qui ont les moyens de comprendre de quoi il retourne, et non portée devant le grand public qui n'est pas armé pour y retrouver ses petits. Il ne s'agit pas d'un lieu où se fomente un complot. Le débat contradictoire est une composante normale de l'activité de n'importe quel scientifique, mais une personne qui est un chercheur compétent pour une discipline donnée procède toujours de la manière suivante pour remettre en cause une théorie généralement admise.
Elle commence par soumettre au jugement de ses pairs en publiant dans une revue scientifique spécialisée, où les articles sont examinés par d'autres avant publication, un article détaillé indiquant pourquoi l'idée que l'on se faisait jusqu'à maintenant est erronée, présentant les travaux qu'il a menés pour arriver à cette conclusion et selon quel raisonnement, et quelle confirmation par l'observation ou l'expérience les résultats le conduisent à proposer une autre explication. Jamais il ne commencera par se précipiter devant les caméras ou dans les journaux grand public pour exposer ses vues. Comme il n'y a pas de processus de validation par des individus compétents, de telles publications ne seront jamais portées à son crédit par ses pairs. À quelques exceptions près, mentionnées ci-dessous, la totalité des contestations que j'ai vues à ce jour dans la presse grand public émanaient de personnes qui n'ont aucune compétence particulière sur le sujet des changements climatiques. Concrètement, les contestataires que j'ai vus appartenaient tous à l'une des catégories suivantes. Des auteurs non scientifiques dont la lutte contre le changement climatique contrarie les intérêts personnels ou les thèses qui leur sont chères. Cela inclut les ultralibéraux, par exemple Guy Sorman ou Philip Scott, signataires d'un article du Wall Street Journal qui est un bijou en matière d'ineptie, des antinucléaires. Le nucléaire est une composante possible d'une politique de diminution forte des émissions de gaz à effet de serre. Cet élément intervient probablement pour Yves Lenoir. Des individus dépendants d'un secteur d'activité fortement consommateur d'énergie fossile, charbonniers, pétroliers, mais aussi aciéristes ou chimistes. Des universitaires ou ingénieurs qui relèvent d'une spécialité qui n'a pas de lien particulier avec la question de l'influence de l'homme sur le climat. Tous les scientifiques ne sont pas indifféremment compétents dans tous les domaines, tout comme n'importe quel médecin n'est pas compétent pour parler de greffe des orteils ou tout garagiste n'est pas apte à changer un tuyau sur une fusée Ariane, mais qui s'expriment quand même pour des raisons diverses, ego personnel, rôle politique, pression des journalistes ou de certains éditeurs qui cherchent des contradicteurs. Ce cas concerne par exemple les propos tenus par Claude Allègre ou un moment par Haroun Tazieff ou encore aujourd'hui Björn Langmord, qui est universitaire, il est statisticien, dont on peut lire sur le site de manicorps.com, donc le site où je prends mes informations, une recension sur ses écrits sur le changement climatique. Des scientifiques qui ne contestent pas le mois du monde les conclusions du GIEC, mais dont un savant montage audiovisuel ou journalistique a abouti à leur faire dire une bêtise sans que ce soit nécessairement le but recherché du reste. Quand après 1 heure d'entretien, si ce n'est plus, seules 2 phrases ou 3 minutes sont reprises dans le journal ou à la télé, cas très fréquent, d'une part ce n'est pas l'interviewé qui les a choisis mais bien le journaliste, c'est donc ce dernier qui a choisi ce qu'il va faire dire à l'intéressé, et d'autre part la personne interrogée ne pourra pas nécessairement se relire ou se revoir à la télé. Cela favorise incontestablement les contresens. Des manifestations de mauvaise foi diverses pouvant éventuellement concerner un scientifique compétent. Un éminent spécialiste du MIT, Richard Lindzen, a ainsi beaucoup contribué à jeter le trouble en faisant publiquement part des réserves exposées de telle façon que l'on pouvait facilement les prendre pour une remise en cause globale du dossier. Après que la source de sa mauvaise humeur ait été éradiquée, il était probablement vexé de ne pas être auteur du premier rapport du GIEC en 1990, mais il est l'auteur du rapport 2001. Il a co-signé en juin 2001 un rapport de l'Académie des sciences américaines où il reconnaît que le GIEC fonctionne bien et que son rapport d'évaluation reflète parfaitement l'état de la science sur le sujet. De telles manifestations de mauvaise humeur peuvent aussi concerner des chercheurs qui ont envoyé des contributions lors du processus d'expertise et qui estiment ne pas s'être vus accorder l'importance qu'ils méritaient. Cela arrive bien sûr. Enfin, des journalistes qui ont compris de travers ce qu'il y avait dans les publications du GIEC. Les rapports d'évaluation ne sont pas des documents faciles à lire. Ils sont en anglais, donc 800 pages, et il s'agit bien de littérature scientifique, contenant à chaque page des termes tels que The Effect of Freshwater Pulse on ABBW Formation ou encore AVHRR, Derived Albedo Estimate Can Now Be Mapped. En France, je suis bien persuadé qu'il n'existe pas un seul journaliste de la presse grand public qui ait lu l'intégralité du rapport du groupe 1, ni même 2 chapitres in extenso en ayant tout compris. Quand un journaliste vous parle de ce document, il le fait sans l'avoir lu. Cela peut entraîner quelques effets indésirables. Enfin, des journalistes qui rapportent une contestation sans savoir si elle est valable, parce qu'il faut toujours un pour et un contre. Beaucoup de journalistes ont horreur des vérités universelles, même quand elles existent pourtant, ce qui n'arrive pas souvent avec les hommes, qui constituent leur pain quotidien, mais arrive parfois en science. 2 plus 2 font toujours 4. Doit-on donner une audience à quelqu'un qui soutiendrait que 2 plus 2 égale 3, simplement pour diversifier les points de vue?
Cet amour de la presse pour les contradicteurs, sans savoir qu'ils tiennent des propos fondés, a certainement joué un rôle central dans l'essor de tous les contestataires dont j'ai entendu parler. Deux personnes qui ne lisent que le journal et s'inspirent pour leur propre production littéraire d'un journaliste qui a compris de travers. Ils expliquent par exemple que telle conclusion est fausse alors qu'elle ne figure pas dans les rapports du GIEC, mais seulement et abusivement dans l'article utilisé comme source documentaire.